Bonjour à toutes et à tous, je suis Éric de Chassey, le directeur de l'Institut national d'histoire de l'art, et je suis très heureux de vous accueillir pour cette 11e édition du Festival de l'histoire de l'art, au nom de la présidente de l'établissement public du château de Fontainebleau, Marie-Christine Labourdette. C'est un événement, comme vous le savez, qui est organisé en partenariat avec le ministère de la Culture, et je salue et remercie pour sa présence Jean-François Hébert, directeur général des patrimoines et de l'architecture, qui est présent ici. Le festival est l'occasion, dans le cadre exceptionnel du château de Fontainebleau, de faire vivre et de faire rayonner l'histoire de l'art, le patrimoine et l'archéologie à travers tout un ensemble d'événements, et aussi bien d'un point de vue scientifique que d'un point de vue culturel. Vous en avez le détail dans le programme papier ou sur le site internet. Je ne vais rien en dire ici. Simplement remercier l'ensemble des équipes qui rendent ce festival possible. Cette année, comme vous le savez, comme chaque année, il y a à la fois un thème et un pays invité. C'est toujours un peu compliqué de comprendre comment les choses se raccordent. Le thème et le pays invité n'ont pas de rapport l'un avec l'autre. Parfois, on a des événements qui les font se rejoindre ou parfois s'opposer. Cette année, le thème, c'est l'animal, avec toute une programmation de conférences et de tables rondes autour de ce thème, des expositions également nombreuses dans le château, avec des expositions qui permettent de faire le lien entre l'animal et le pays invité, le Portugal. Je salue également et je remercie de l'honneur qui nous fait de sa présence l'ambassadeur du Portugal en France. Comme vous le savez, cette année, c'est aussi une saison franco-portugaise. Je ne sais pas si je dis exactement le bon titre de la saison, mais en tout cas, c'est l'occasion de célébrer l'amitié entre nos deux pays. Et c'est pour cette raison que nous avons choisi d'inaugurer ce festival par une rencontre avec des grandes figures de l'art et de l'architecture du Portugal qui nous ont fait l'amitié et l'honneur également d'être présents aujourd'hui pour un dialogue donc entre Eduardo Souto de Moura, architecte, et Pedro Cabrita Reis, artiste. Je ne vais pas vous présenter l'un et l'autre artiste. Je leur avais proposé qu'ils fassent un dialogue très en direct, sans aucune intercession. Ils ont insisté pour que je change de rôle, et donc je vais aller m'asseoir au milieu d'eux pour faire une modération dont ils n'ont absolument pas besoin. Vous allez vous en rendre compte très rapidement après avoir passé la parole à Marie-Christine Labourdette. Merci beaucoup, Éric. Donc, monsieur l'ambassadeur, monsieur le directeur général des patrimoines, cher Jean-François, monsieur le maire de Fontainebleau, cher Frédéric, monsieur le directeur général de l'INHA, cher Éric, mesdames, messieurs, chers maîtres, je suis évidemment très heureuse d'ouvrir avec vous aujourd'hui ce 11e festival d'histoire de l'art consacré à l'animal et au pays invité, le Portugal, comme vient de le rappeler Éric. Et si la crise sanitaire avait bouleversé ces 2 dernières années le bon déroulement du festival, l'année dernière, dans un climat d'incertitude, il avait fallu réinventer le festival, en partie en présentiel et en partie en virtuel. Et c'est donc une très grande joie pour nous de pouvoir vous accueillir en vrai, même sous la pluie, avec plus de 300 événements sur 3 jours. Cette initiative de Frédéric Mitterrand en 2010 est la preuve de l'engagement du ministère de la Culture en faveur de l'histoire de l'art et de sa vitalité. Et je salue le directeur général des patrimoines, Jean-François Hébert, qui représente la ministre de la Culture, Madame Rima Abdou-Malak. Sa présence confirme l'importance que cet événement revêt pour le ministère, tant comme vitrine de la discipline que comme laboratoire aussi de l'éducation artistique et culturelle et de nos amitiés internationales, cette année avec nos amis portugais. Elle traduit évidemment aussi son attachement personnel à cette manifestation qu'il a fait naître et grandir dans le château, aux destinées duquel il a présidé pendant plus de 10 ans. Les 2 co-organisateurs que nous en sommes depuis 2011, à la fois évidemment le château de Fontainebleau, écrin parfait de la richesse de l'histoire de l'art en France depuis 8 siècles, et aussi l'Institut national d'histoire de l'art qui fête ses 20 ans cette année, je le rappelle puisque Éric ne l'a pas dit,
qui est un acteur scientifique majeur de la discipline, tant en France qu'à l'international, est une coopération formidable. Je salue mon complice et ami Éric de Chasset et toutes les équipes de l'INHA, dont évidemment Verle Tielemans, directrice scientifique du festival, qui ont œuvré pour cette édition riche et originale. Je remercie aussi de son enthousiasme et de son attachement au château Laurence Bertrand d'Orléac, présidente du comité scientifique du Festival d'Histoire de l'Art. Le inspecteur général de l'Éducation nationale pour l'Histoire des Arts, Fabien Oppermann, est présent et anime l'Université de printemps d'Histoire des Arts. Et je salue aussi tous nos amis enseignants qui sont présents et qui accompagnent le festival à travers cette Université de printemps depuis sa première édition, avec notre mécène fidèle, la Fondation Culture et Diversité. Le Festival d'Histoire de l'Art est un foisonnement d'événements, plus de 300 en 3 jours, conférences, tables rondes, manifestations artistiques, projections de cinéma, performances, expositions, sans oublier de salons du livre. Cette profusion d'événements, gratuits pour sa très grande majorité, correspond bien à l'esprit d'un festival où chaque visiteur compose son menu culturel en fonction de ses envies, de sa curiosité, en piochant dans une offre étourdissante et dans la solidité de son parapluie. Il ne faudra pas oublier la magnifique programmation de films à l'Ermitage voisin, qui donne lieu à une tarification modeste conforme à son classement de cinéma d'art et d'essai. Et je remercie de leur accueil enthousiaste leurs propriétaires, mesdames Christiane et Judith Reynaud, ainsi évidemment que le Centre national du cinéma pour son soutien. Je suis d'ailleurs heureuse de saluer Laurence, notre présidente du conseil d'administration de l'INHA, qui connaît admirablement aussi tous les leviers de l'audiovisuel. Je suis heureuse que la grande cinéaste Teresa Villaverde puisse conclure le festival dimanche. Nous serons aussi heureux de vous proposer un imposant salon du livre dans la cour Henri IV, qui bénéficie de l'appui encore trop timide, mais nous espérons mieux, du Centre national du livre. Il a été repensé après l'interruption de la pandémie et rassemble près de 70 éditeurs et libraires avec des animations autour de l'actualité éditoriale de l'histoire de l'art. Pendant 3 jours, un public amateur et non spécialisé pourra découvrir de manière aussi diverse qu'éclectique la vitalité et l'actualité de cette discipline au travers d'un thème porteur, l'animal, et d'un pays invité, le Portugal. Nous sommes heureux de la présence de l'ambassadeur du Portugal en France, Jorge Torres Pereira, et de son soutien à des projets culturels du festival, mettant en valeur son magnifique pays et sa prestigieuse histoire. La saison France-Portugal 2022 a d'ailleurs salué le Festival d'Histoire de l'Art comme un de ses événements majeurs. Nous sommes heureux d'accueillir pas moins de 70 artistes et scientifiques présents à Fontainebleau avec nous pendant 3 jours pour vous parler de ce magnifique pays. L'exposition de Miguel Branco, que vous pourrez aussi découvrir dans les salles du château, déploie, grâce à l'appui de la Galerie Gégère et du commissaire Joao Piaranda, à travers sculpture et dessin, l'élégance de son regard sur le règne animal. Et je n'oublie pas les 2 installations vidéo de Nuno Teixeira dans la chapelle Saint-Saturnin et de Joao Onofre dans la grotte des Pins. Cette programmation portugaise vient s'insérer dans un château qui s'est mobilisé pour vous présenter des expositions remarquables, Cave Canem et l'art de la fête à la cour des Valois. Je vous invite aussi tous à venir découvrir pendant le festival notre nouvelle exposition inaugurée pendant le festival, consacrée à Rosa Bonheur dans le fumoir Napoléon III entièrement restauré. Des visites guidées illustreront aussi le bestiaire enchanté que représente le château, avec en clin d'œil la complicité des collections du Muséum national d'histoire naturelle qui nous a fait des dépôts provisoires dans le parcours d'exposition. Comment parler aussi de la transmission et de la médiation sans évoquer avec reconnaissance l'École du Louvre et sa directrice Claire Barbillon pour la présence d'une 50aine d'étudiants qui, durant tout le festival, présenteront les collections du château, faisant ainsi partager à nos visiteurs leur passion de l'histoire de l'art. Dans ce théâtre seront proposées tout au long du festival une microfolie et des activités spécialement conçues pour les jeunes et leurs familles par le service culturel du château. Je parle bien sûr de notre trio Hugo Plumel, David Mirou et Claire Gotlibovitch. Et ce beau théâtre municipal accueillera samedi un concert de fado classique, ce qui me donne l'occasion agréable de remercier très chaleureusement Frédéric Valtou, maire de Fontainebleau, pour son engagement, ainsi que pour celle de toute son équipe municipale, présente à nos côtés pour toute l'organisation du festival. Je sais que Damien Hortebise, délégué général du festival, que je remercie pour son travail exceptionnel et son sang-froid, apprécie beaucoup votre appui. Je me réjouis enfin de l'ancrage territorial de ce festival qui, en 11 ans, a su fédérer les acteurs locaux de la culture autour de projets liés au thème et aux pays invités.
Le festival se déploie à travers la ville grâce à l'accueil chaleureux de Seine-et-Marne Attractivité, de la maison de vente Osna et de l'école des mines, ainsi que du cinéma Hermitage. Je les en remercie. D'autres lieux illustrent la richesse de cette destination culturelle et touristique qu'est le pays de Fontainebleau. Ils s'impliquent aux côtés du festival en programmant des animations de qualité, suivant en cela l'exemple de la galerie Art Fontainebleau. Je pense ce printemps à la restauration du cyclope de Jean Tinguely, aux activités du château Rosa Bonheur à Bie, aux animations qui auront lieu à Barbizon, à Grèce-sur-Loing, à Bourron-Marlotte, ainsi qu'à l'exposition de photos de Sintra que nous inaugurerons demain à la gare d'Avon. Je remercie tous les acteurs pour cette mobilisation territoriale et notamment pour leur implication précieuse, notre partenaire Fontainebleau Tourisme, ainsi que nos amis du conseil départemental de Seine-et-Marne. Je rends immédiatement la parole à Éric de Chassey et remercie très chaleureusement de l'honneur et du plaisir qu'ils nous font de leur présence, nos deux éminents invités, que sont Pedro Cabrita Reis et Eduardo Soto de Moura, qui ont accepté d'ouvrir ce festival. Merci d'abord d'être présents. Merci d'illuminer aussi notre horizon avec cette belle phrase qui conclut votre entretien croisé, édité en préparation du FHA et sur laquelle je vous cède la parole, et je la cite avec bonheur. L'histoire de l'art, c'est la poursuite éternelle des secrets que recèlent l'art et le monde dans lequel on vit. Alors, sus aux secrets et ouvrez la boîte pour nous. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Nous aurions pu organiser ce dialogue sous la forme d'une conférence illustrée, comme on le fait très souvent en histoire de l'art. Le choix que nous avons fait est effectivement celui d'un dialogue et d'un dialogue libre, mais peut-être simplement pour celles et ceux d'entre vous qui n'auraient qu'une idée très lointaine du travail de nos deux invités, je voudrais commencer par montrer juste une œuvre, une réalisation relativement récente de l'un et de l'autre dans la même ville, dans des occasions en partie similaires. D'abord, une réalisation récente d'Eduardo Soto de Moura, dont je rappelle qu'il est titulaire du Pritzker Prize en 2011. Pour ceux qui ne sont pas familiers de l'histoire de l'architecture, le Pritzker Prize, c'est l'équivalent du prix Nobel. C'est une reconnaissance internationale qui ne va qu'aux plus grands. Il se trouve qu'il y a deux architectes portugais qui en ont été bénéficiaires, deux architectes portugais qui sont amis, qui continuent à collaborer, ce qui est une chose très exceptionnelle dans l'histoire de l'art, puisque Álvaro Siza et Eduardo Soto de Moura continuent à faire des réalisations ensemble. Et juste pour vous... on ne va pas commenter ces images, c'est pour vous donner une idée très rapide d'une chapelle réalisée à l'occasion de la Biennale d'architecture de Venise en 2018, où Eduardo Soto de Moura a aussi eu le Grand Prix, où je ne sais plus comment s'appelle le Grand Prix, mais enfin... Le Lion d'Or, pour l'architecture aussi. Alors, je me trompe des... Le Lion d'Or était en laiton. Bon, voilà. Et donc, qui est cette chapelle dont je vous montre très rapidement quelques vues en 2018, un peu après l'inauguration de la Biennale d'architecture. Donc, il y a des feuilles, etc. Dessus. Et puis, pour ce qui concerne Pedro Cabrita Reis, je vous montrerai une œuvre très récente aussi, enfin des photos d'une œuvre très récente, également en rapport avec une église, puisque réalisée dans une église, qui est l'œuvre qui s'appelle Field, qui est actuellement visible à Venise dans l'église San Fantine, qui a ouvert à la fin du mois d'avril ou au début du mois de mai, je ne sais plus exactement, j'étais au vernissage quand les photos ont été prises, et je vous rappelle qu'il y a actuellement, et pour quelques jours encore, donc courez-y si vous passez par Paris, les Trois Grâces dans le jardin des Tuileries qui sont visibles également. Jusqu'au 7 ? Jusqu'au 7. Donc voilà, vous repartez de Fontainebleau et très rapidement,
vous allez jusqu'au Jardin des Tuileries pour voir ces œuvres. Donc là aussi, je vous montre peu de photos, il s'agit juste que de vous donner une idée d'un travail pour Pedro Cabrita Reis qui est multiforme, suivant les périodes de sa vie où les entretiens. Pedro Cabrita Reis se définit comme peintre, comme sculpteur, dit que ça n'a pas d'importance le médium, ou dit au contraire que en fait ça a beaucoup d'importance. Je ne vais pas vous faire l'historiographie de ces déclarations et de ces textes, mais ça montre ce sont deux créateurs, on va voir si ce sont deux artistes, je pense qu'ils ont des réponses à faire sur ce sujet également, qui sont capables d'une grande diversité de formes, et je voudrais lancer le dialogue et ensuite, évidemment, éventuellement, ne plus reprendre la parole, en partant de cela, qui est le fait que l'un comme l'autre, chacun dans sa spécialité, dirons-nous pour simplifier, part d'un lieu dans son travail et part d'un rapport à un lieu préexistant, éventuellement avec ses déterminants déjà historiques et autres, des ruines, des lieux avec une configuration, une morphologie particulière, des lieux déjà utilisés par d'autres, éventuellement, on a d'une grande diversité de situations, et crée des lieux. Et je voudrais commencer par demander à Eduardo comment ce rapport au lieu est pour lui structurant. Comment il l'envisage? Bien, bonjour. Je dois remercier. Excusez-moi, je suis portugais, mon français c'est comme ça. Alors, je dois remercier l'organisation de ce festival pour l'invitation. C'est un plaisir d'être en France et c'est la première fois que je viens à Fontainebleau. Et je dois remercier. Sur la question que vous m'avez dit, c'est quoi? C'était ce qu'on avait décidé. La question du lieu. Ah, du lieu. Du lieu comme architecte? Il n'y a pas architecture sans lieu. Alors, ce n'est pas les artistes. Ils se lèvent au matin et ils vont faire ce qu'ils veulent. Les architectes ont besoin d'un lieu. Sinon, ils sont fous à faire des choses utopiques qui ne servent à rien. Alors, ça, la première différence. Et même, ce n'est pas moi qui le dis, c'est notre présentation, c'est toujours dit, Pedro Cabrita Reis, l'artiste, et Soto de Moura, architecte. Ça veut dire qu'il n'est pas artiste. Et je suis d'accord, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas artiste, les architectes, c'est mon impression. Peut-être dans l'histoire, dans le futur, on peut arriver à un statut de faire des choses, des chefs-d'œuvre, mais comme projet, il n'est pas. Alors, c'est la table rase, commence pour une table rase, le lieu, et à mon avis, le lieu, ce n'est pas physique, c'est ce qu'on veut, parce qu'on peut le manipuler. Moi, toujours, je ne pose pas, on dit poser, je ne pose pas ce que je dois faire, une maison, un hôpital, un stade, comme poser sur le terrain. Ce qui m'intéresse, c'est à manipuler le lieu pour faire le lieu que je vois. Ce n'est pas très honnête, mais par exemple, si je veux une chose très intégrée, que presque on ne voit pas, je change tous les alentours, la circonstance, c'est le projet presque lui-même, pour après faire l'objet et avoir une lecture que, comme un positif, négatif, un complément pour les deux aller ensemble, parce qu'il n'y a pas architecture sans lieu et lieu sans architecture. Alors, il y a une phrase que j'aime beaucoup, pour moi le meilleur poète portugais des dernières années, c'est Herbert Welder, qui dit il faut avoir la nature pour être manipulé ou violé. C'est pour la poésie parce qu'il était poète. Et pour nous, c'est la même chose, l'architecture. Alors, il y a des façons de faire au plus fort, comme un manifeste, comme une avant-garde. Mais moi, je préfère domestiquer les avant-gardes. C'est pour une question, je ne sais pas, de timidité ou quelque chose comme ça.
J'aime beaucoup cette parole et le thème sont les animaux, domestiquer les avant-gardes. Parce que les avant-gardes vont très bien, par exemple, pour les artistes. Ils doivent faire des choses contre nature. Et nous ne pouvons pas faire contre nature, sinon les gens ne vont pas là habiter. Et si on voit l'histoire de l'architecture, jamais j'ai pensé à ça, je pense maintenant. Si on voit l'histoire de l'architecture, presque les grands chefs-d'œuvre de l'architecture, personne n'habite pas là. C'est Falling Water de Frank Lloyd Wright, est très très humide. Villa Savoie et de Corbusier, ils ont habité, c'est vide. Maison de Verre, la même chose de Charroux, blablabla. Bla, bla, bla. C'est presque une situation réelle si on peut confirmer. Ils existent pour faire des posters, des flashs, mais pas pour habiter. Alors, pour moi, le lieu, c'est quelque chose que je dois et je veux transformer, manipuler, pour recevoir ce que je pense comment on peut habiter là. Ça ne marche pas. Si. Allô? Bonjour à tous, je m'excuse déjà comme Eduardo de mon pauvre, même disons misérable français, mais j'essaierai de vous partager avec vous quelques idées, bref, et éventuellement pas intéressantes du tout. Mais je n'oserais jamais parler au nom des artistes et surtout pas jamais au nom des artistes contemporains. Moi, je me considère un artiste classique. Je ne sais pas très bien qu'est-ce que ça veut dire, mais j'adore l'expression artiste classique. De toute façon, le lieu, c'est à la fois un sujet innommable pour un artiste, soit-il peintre, architecte, peintre, sculpteur, etc. Et aussi, en même temps, c'est inévitable. Innommable pourquoi? Parce que le lieu, il faut noter que je ne parle pas de l'espace. Je parle du lieu en tant que, comme l'expression latine, genius loci, ou loci. Alors, ce lieu, c'est pour un artiste quelque chose qui est toujours en train de s'imposer à l'œuvre. L'œuvre, n'importe quelle technique, quelle discipline, doit avoir certainement un caractère d'autonomie absolue, ce que nous propose alors un dialogue presque impossible entre la pensée, la pratique, la praxis artistique et le endroit, le lieu où elle sera partagée avec le regard des autres, pour en passer au-delà du regard de son auteur. Ça d'un côté. De l'autre côté, c'est vrai que, et ça suffirait de voir toutes les histoires au long de la trajectoire de l'histoire de l'art européenne, au moins de toutes les commandes qui viennent soit de l'Église, soit de l'aristocratie, etc. Toutes ces œuvres, jusqu'à très récemment, étaient des œuvres qui étaient censées de structurer une affirmation politique, idéologique du commanditeur et en même temps donner au lieu le statut immatériel en lieu de pouvoir à travers la pratique artistique, à travers la peinture, la sculpture, etc. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'un artiste fait entre cette sorte de dichotomie impossible? D'un côté, je ne veux pas soumettre mes peintures, mes sculptures à la tyrannie du lieu, dans le sens que, en étant attachés de cette façon, on risque de devenir des décorateurs d'intérieur. On est invité à investir dans un espace qui apparemment a une certaine caractéristique subjective toujours, soit le poids, l'histoire, la présence pas traduisible par des mots d'une église comme l'église où j'ai installé mon field, mon travail à la Biennale et qui est encore visible jusqu'à septembre. Ou je
fait, je me refuse à me placer dans une position de négocier avec l'espace les caractéristiques de l'œuvre. Qu'est-ce que je fais? Je contrarie l'espace, je ne négocie pas avec les caractéristiques de l'espace, j'ignore les coordonnées physiques et subjectives, philosophiques, même ou encore pire, idéologiques du lieu, et je porte de l'atelier un exercice d'affirmation contre cette sorte de... comment on dit ça en français? D'étranglement, entre guillemets, bien sûr, mais toujours présent. Ou bien que je élève le lieu à un niveau supérieur par justement l'investissement de ma pensée, mon regard, la main. Alors, c'est ça que je voudrais dire, comme disons, pour commencer cette conversation, pas ce débat, j'espère. C'est que c'est pas clair, c'est pas évident pour des artistes plasticiens, comme on dit aujourd'hui, comment se placer en face de cet encadrement que le lieu entre le lieu et l'œuvre. Je comprends assez bien ce qu'Edouard vient de partager avec nous. Ce que je propose, c'est une doute en permanence. C'est justement, il n'y a pas d'œuvre d'art sans le regard des autres. Il n'y a pas d'œuvre d'art, même au-delà des efforts conceptualistes récentes, de la dématérialisation de l'objet. Alors, il n'y a pas d'œuvre d'art sans une entité physique palpable, au visible, au compréhensible, à distance, au prêtre. Alors, sans lieu, contre le lieu, avec le lieu, inévitablement perceptible à partir d'un support objectuel physique, qui est au nom l'objet du regard, l'objet de la pensée, l'objet, disons, d'un rapport physique, 3 dimensions, etc. Bon, il y a cette expression populaire française très, très drôle qui est entre les deux, mon cœur balance. Mon cœur ne balance pas. Mon cœur, il souffre avec cette impossibilité de placer justement l'œuvre dans le lieu qui disons, au début, conceptuellement, est déjà un ennemi, mais un ennemi inévitablement un compagnon, parce qu'il est là toujours. Je pense que tous les artistes auront des perspectives tout à fait différentes et ils sauront résoudre cette équation impossible de façon individuelle, disons, qui vient de son propre métier et de sa propre compréhension de sa place en tant qu'artiste. Alors, je ne peux pas avancer plus. Donc je reprends la parole finalement, c'est ça. Eduardo, pour vous, un lieu peut être effectivement un ennemi ou pas? Non, c'est un trou noir. Le lieu, c'est ça que j'ai besoin qu'il existe et il faut le domestiquer parce qu'il est violent. Et on peut utiliser tous les moyens. Par exemple, le stade Braga, je suis allé, ils m'ont donné un site comme tous les stades, entre les courbes de niveau dans une vallée pour faire ça. Et je suis allé à la montagne faire des photos pour voir le site. Et j'ai trouvé qu'il y avait une caverne, qu'on dit. Oui, une grotte. Non, exploration de la pierre, comment se dit? Ah, une carrière. Une carrière. Il y avait une carrière, j'étais là dans la plateforme à faire des photos. Et après j'ai pensé, si je continue cette carrière jusqu'à la ligne d'eau, je peux faire ici un théâtre, comme les Grecs et les Pythagoras. Ça veut dire que je ne comprenais rien de football. Mais alors, j'ai fait le projet. Heureusement, on n'avait pas de temps pour faire le projet. Et on a fait le contraire. On a manipulé le site et on faisait
le projet avec les deux mains. Un pour faire le projet, l'autre pour préparer le négatif pour aller le positif. Et pendant des mois, presque une année, parce qu'on n'avait pas de temps, on devait faire les choses les deux ensemble, on a coupé 1,5 million de mètres cubes de pierre. Ça veut dire que, éthiquement, ce n'est pas très correct, je pense. Mais il faut le faire. Et alors, j'ai utilisé la pierre, une montagne énorme de pierre, pour faire le béton. Et la pierre vient de nouveau manipulée, détruite, avec des petits morceaux pour faire le béton. Alors, j'aime beaucoup ce jeu entre naturel et artificiel. L'artificiel, ça ne m'intéresse pas beaucoup, ce n'est pas un ovni qui arrive. Et le naturel, je déteste. Parce que c'est la nature, je n'ai rien à voir avec la nature, seulement pour la contempler. Et alors, c'est un exemple de que je manipule les liens pour construire le lien qui est dans ma tête. Le lien physique, c'est comme le moteur pour avancer. Hein? Et après, il continue. Et je travaille au lien pour mon animal pouvait dormir là, pacifiquement. Est-ce que ça veut dire que la question de l'habiter, vous avez parlé tout à l'heure de l'habitation, et dans une interview ou dans un texte que vous aviez écrit à l'occasion d'une réception à l'Académie d'architecture à Paris, vous citiez effectivement cette idée que Miss Van der Rohe n'avait jamais habité dans son appartement de Lakeshore Drive à Chicago. Est-ce que cette question-là de l'habiter, pour vous comme architecte, est centrale, et pour vous comme artiste, comment est-ce que cette question de l'habiter, parce qu'elle est importante dans votre travail, peut résonner? Peut-être d'abord Eduardo. Non, je suis architecte et pour dire la vérité, je suis très égoïste. Je fais les choses pour moi-même. Si les clients ils aiment, ok, ils me payent. S'ils n'aiment pas, c'est la vie. Alors, c'est moi, je fais les choses pour moi habiter. Quand je fais, par exemple, une maison qui n'avait pas de fenêtre dans la salle de bain, je ne dormais pas à penser, ce n'est pas juste. Je peux avoir la lumière du sud et faire la barbe au matin. Pourquoi je n'ouvre pas la fenêtre seulement pour une cohérence intellectuelle, abstraite, blablabla. L'architecture, l'architecture, c'est le livre de Duras, la vie matérielle. C'est le quotidien. On dit quotidien. Quotidien, oui. C'est le quotidien. Alors, avec l'âge, je me transforme de plus en plus préoccupé avec la cohérence intellectuelle. Et moi, je préfère mettre les mains dans la terre et ouvrir des fenêtres que ça ne marche pas dans la façade, mais c'est la vie. Et peut-être introduire des défauts, si j'ai besoin. Alors, c'est moi qui habite toujours les maisons que je fais. C'est moi que quand je fais l'état, c'est moi que j'imagine que je suis en Platine et en Maradona et que je vais jouer contre la montagne. C'est pas vrai parce que je ne peux pas le faire. Bien, alors, l'habiter, c'est toujours moi qui décide et que je suis là. Alors, il n'y a pas l'architecture sans le concept d'habiter, être dedans. C'est pour ça que la statue, on dit, la liberté à New York, ce n'est pas architecture. Il y a des escaliers, des ascenseurs, des toilettes, mais il n'est pas architecture. Parce que personne ne peut pas habiter dedans, c'est une chose horrible. Alors, c'est moi qui dirige l'action pour moi-même. Et si c'est bien pour moi, c'est bien pour les autres. Ça, c'est Spinoza qui était portugais, je pense. Habiter, du concept de habiter, habitare, ça nous rend directement à la maison, l'endroit par excellence et nature où on habite. Et la maison, c'est peut-être, dans mon cas, mieux représenté par le concept de atelier. L'atelier, c'est vraiment la maison,
parce que toutes les fonctions vitales, y compris la pensée et l'action de la praxis de l'art, sont, disons, incarnés et s'exercent dans l'atelier. Mais maintenant, on doit se poser une autre question. Moi, je crois profondément au fait que l'atelier en vrai, au moins c'est pour moi vrai, l'atelier en vrai c'est le monde connu. Alors, l'atelier sort des limites de la domus et se matérialise, au moins philosophiquement, dans un concept plus large que c'est le monde. Le monde, c'est, bon, il ne faut pas en parler, c'est le monde, chacun de nous comprendra le monde d'une façon différente, mais il aura au moins quelque chose en commun. Alors, le monde, en étant l'atelier, nous demande la notion et l'exercice de la trajectoire, du mouvement. Il faut partir, il faut laisser, il faut retourner, il faut repartir. Alors, c'est-à-dire, ce l'atelier est le monde. Et ce monde est en fait la notion plus parfaite de la dimension pour la création artistique. Alors, disons, l'exercice de l'habitation, c'est un exercice de nomadisme, c'est un exercice de déplacement. Et ce déplacement, c'est justement ce qui rend à la création artistique cette forme. Et elle est impossible de saisir. Elle est impossible. Madame disait tout à fait que l'histoire de l'art comme une sorte d'enquête éternelle sur les mystères. Je ne cite pas justement, mais j'ai bien aimé l'esprit qui était en derrière des mots. Et c'est justement cette sorte de permanence d'une trajectoire continue qui, comme disait par exemple Pessoa, il a à un moment donné, il a une phrase magnifique, le poète disait « Moi, je vois l'infini de ma rue ». Alors, je peux aussi voir l'infini de la fenêtre de mon atelier. Mais même si c'est infini, que c'est quelque chose que pour moi n'est plus qu'un rêve ou un concept, il prend une dimension réelle dans le fait que je travaille à Venise, que je dessine à Paris, que je lis à Rome, que je fais des projets dans les avions, ou dans le jardin, ou quand je marche en campagne, je me promène avec mes chiens en regardant mes oliviers, le vin, etc., que je fais aussi. Alors, je propose une habitation, un lieu d'habiter comme en voyage. Est-ce que ça veut dire qu'il y a cet atelier aussi dans votre tête, c'est-à-dire est-ce que quand on travaille, chacun de votre façon, on emporte avec soi tout un ensemble d'images préexistantes? Est-ce que quand on est nomade, c'est parce que en fait on se transporte soit dans les différents lieux, et quel est ce rapport à ces images préexistantes? Est-ce que ce sont celles de votre propre travail et donc de l'idée d'une continuité, ou est-ce que c'est celle des autres? Là, il y en a toujours on dit en français une voracité. Alors, tout m'appartient. Il n'y a rien dans le monde visible, concevable, imaginé, n'importe où, qui ne soit pas à moi. Moi, je m'approprie de tout ce qui existe, même des choses qui, dans le moment, sont que le résultat de mes spéculations mentales. Alors, il y a cette sorte de croisement à plusieurs niveaux, soit de la mémoire, soit du rêve, soit disons des connaissances, c'est-à-dire je peux mettre ensemble les images de la peinture de Delacroix avec l'architecture d'Eduardo et avec mes dessins de pigeons que je fais parfois quand je suis dans le jardin. Alors,
tout ce qui existe autour de moi, ce n'existe que dans ma pensée, et c'est ça qui c'est la matière de ce que je fais et de la façon comme je pense ce que je fais. Alors, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a que un énorme chaos créatif qui est fait de tout. Et dans ce tout, je peux même inclure, je passe dans la rue, je me promène, il y a un jeune couple qui passe par moi, et elle lui dit une phrase admirable que je garde. Et ça fera partie. Il y a même quelques œuvres que j'ai faites dont les titres sont justement des fragments de choses que j'ai entendu dire en passant. Eduardo, ce rapport à toutes ces images préexistantes ou à vos œuvres préexistantes, il est important quand vous travaillez ou vous essayez de faire en sorte que chaque projet soit un nouveau projet qui corresponde à des déterminants spécifiques? Au début, comme j'ai déjà dit, je suis égoïste et quand il m'écrit un client au téléphone, je me prépare pour savoir si le dernier projet il entre dans ce thème au programme ou ce site. Parce que j'ai une notion, un concept d'histoire d'architecture, de la continuité. Il n'y a pas d'histoire, il y a des chapitres qui disent de la Renaissance, de baroque, néoclassique. Et les gens pensent que l'histoire c'est comme ça. L'histoire, je pense que c'est comme ça, comme Deleuze et Leibniz ils proposent, tout avec des complexités. Mais pour moi, c'est l'idée du classique. Je ne trouverai pas une parole pour faire résumer ce que je pense. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, parce que je ne suis pas un penseur, je dessine. Mais pour moi, l'idée du classique, c'est important. C'est la règle et l'exception, toujours. Et moi, je manipule, comme je manipule les sites, je manipule l'histoire pour qui m'intéresse. Et je pense que les Grecs ont volé la colonne aux Égyptiens. Et après les Romains, ils ont volé la colonne aux Grecs. Ils ont volé aussi le temple grec. Après, ils ont ajouté une coupole comme le Panthéon. Et après, les baroques ont ouvert le temple grec avec la coupole à la ville, comme Bernini au Vatican. Et le baroque, blabla, néoclassique, et le moderne, c'est une forme de classicisme. Ce n'est pas par hasard que Corbusier dessinait les règles des proportions qu'il prenait des palais à Florence pour faire ces villes. Et après, le déconstruivisme, blablabla. Alors, pour moi, l'histoire, c'est la variation ou la permanence du classique. Et c'est à propos de quoi? Non, mais c'est bien. Hein? C'est très bien, c'est très bien. Sur le classique? Bon, on revient, je m'excuse, c'est évident que je suis très vanideux. Je pourrais en revenir 15 minutes en arrière quand j'avais dit que je me positionne et je me considère un artiste classique. Et pourquoi ça? Parce que je suis beaucoup plus intéressé dans l'histoire de l'art, dans la pratique de l'art, non aux ruptures de Champienne, par exemple, mais justement au processus de reconstruction d'un élan duquel, bien sûr, la rupture fait part, mais je suis beaucoup plus intéressé à comment reconstruire, après les ruptures, la continuation. Justement, c'est ça qui m'intéresse. Mais moi, je suis un petit peu à la façon d'Ackermann, je suis un glaneur. Je prends le reste des destructions, disons ce qui reste depuis la coupure, depuis le rituel de destruction. Non? C'est ça qui m'intéresse. Réactionnaire, peut-être, conservatif, bon, je ne sais pas,
mais je ne suis pas trop intéressé aux fontaines, disons, aux urinoirs. Et même s'ils font part de l'histoire de l'art qui m'intéresse, bien sûr. C'est pas pour que c'est un festival de l'histoire de l'art, c'est que l'histoire de l'art, c'est un territoire surtout d'enquête philosophique, pour moi au moins. Et je pense que le fait que je suis beaucoup plus intéressé à reprendre les débris de l'explosion de la rupture et avec ces débris repenser, refaire, continuer dans nécessairement d'autres directions que pas celle qui a mené à la destruction avant, mais en tant qu'artiste, je fais ça, je ne fais que prendre des moments, des choses qui sont brisées et les réordonner, soit dans mes sculptures, dans mes grandes pièces, peintures, aquarelles, etc. Et pourquoi ça? Parce que, même si c'est peut-être un petit peu pathétique, mais je crois à une ligne de continuation. Je ne suis pas religieux du tout, je n'ai aucune forme de croissance, mais je crois dans un sens qui pousse, disons, la vie en soi-même, l'histoire de l'univers, etc. Sans avoir, bien sûr, la présence des figures comme Dieu, mais il y a certainement un dessin, un ordre, un sens. Et il y a bien sûr un dessin dans l'histoire de l'art, dans la pratique des artistes qui nous ont précédés. Et c'est justement cette ligne qui sera bien sûr différente pour chacun de nous, quand on considère disons, pas l'évolution, mais la continuité. Il n'y a pas d'évolution en art, il y a une continuité. Cette continuité, elle se construit, elle a des fondations qui changent, bien sûr, mais qui passent de génération en génération, de moment historique à moment historique, et les artistes qui, d'une certaine façon, sont censés de présenter le futur dans la façon comme ils ont compris le passé, non? Et ce que les artistes font est justement additionner, non? Additionner une autre ligne de briques à cet immeuble qui ne finit jamais de se construire. Je fais ici mes hommages à monsieur l'architecte, même si moi-même j'ai aussi travaillé beaucoup avec des briques. Et pour l'instant, c'est ce que je veux dire. Tu veux reprendre directement? Non. Une question que je me pose, qui est peut-être une question un peu triviale, mais qui me semble devoir être posée dans la situation que nous vivons, où on assiste à un retour extrêmement fort des nationalismes et à un rapport différent de ce point de vue-là au nationalisme, c'est que vous êtes tous les deux de la même génération, avec quelques années d'écart, ce qui veut dire que vous avez grandi dans un pays relativement isolé de la modernisation, même si les choses sont évidemment plus compliquées pour ce qui concerne et l'histoire de l'architecture et l'histoire de la peinture et de la sculpture sous Salazar. Vous êtes arrivé, vous avez commencé votre vie d'adulte avec une révolution politique. Vous avez participé, en tout cas Eduardo, dans à des projets avec CISA, qui étaient des projets de nature sociale, de logement social extrêmement important et innovant. Est-ce que ça marque votre travail, cet environnement de départ, cet environnement qu'on va appeler un environnement révolutionnaire, et avec cette chose particulière qui est le fait que vous êtes devenu autonome dans votre création à un moment où le modernisme était en crise, où on parlait partout de postmodernisme, et vous étiez dans une situation où post-moderne, alors qu'il n'y avait pas eu de moderne, voulait dire une chose forcément assez différente. Est-ce qu'il y a une particularité portugaise
Je vois que vous êtes portugais, hein, je n'ai aucun doute là-dessus. Mais... Je ne sais pas. Eduardo. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur ça? Non, je dis toujours que je suis postmoderne, parce que c'est la condition. Je suis postmoderne parce que j'utilise, je vole, on dit, tout le graphisme, toutes les images du moderne, sans m'intéresser à l'homme nouveau que le moderne voulait proposer. Il y avait une idéologie du mouvement moderne. On voit l'hygiénisation de Corbusier, on voit les dessins dans les terrasses à faire le pugilisme avec des arbres. Il y a cette idée du moderne même révolutionnaire de faire des grandes villes pour l'habitation toujours égale, le plan voisin, qui je pense c'était un désastre. Alors j'utilise toute la calligraphie, j'imite ou je copie du mouvement moderne, mais sans le contenu, sans l'idéologie. Alors je suis un postmoderne. Je suis superficiel dans le sein du langage. Parce que ça m'intéresse créer mon langage à moi-même. Alors, sur le Portugal. Le Portugal a des choses intéressantes pour dire qu'il est toujours en retard aux avant-gardes de l'Europe. Mais ça, quand il finit un mouvement, Portugal, comme est en retard, il faut, par exemple, tous les avant-gardes, c'était plus la France, pas beaucoup l'Italie. C'est la France qui, après, lancé un nouveau mouvement, un manifeste. Après, il devait passer les Pyrénées, l'Espagne, après arriver au Portugal et après la mer. Et alors, quand il est arrivé au Portugal, surtout à Lisbonne, parce que le reste n'existait pas, il était en retard à l'avant-garde européenne, au centre. Alors, il y avait un mouvement, comme je ne sais pas faire de gestes, comme ça. Et il y a des points de coïncidence entre des gothiques tardifs, par exemple, qui arrivaient presque au XVe siècle, et la Renaissance en Italie et en France qui était déjà divulguée. Ça, on peut dire qu'on est toujours en retard, c'est un défaut, mais ça, il y a un avantage parce qu'on peut faire de nouveau sans les défauts des autres. Et quand on a eu 48 ans de fascisme et de postmodernisme, à faire des palais de justice avec des colonnes et des frontons, à faire toute l'habitation sociale avec des fenêtres verticales, parce que c'était très cher faire la fenêtre en longueur. Après, je raconte une chose à la fin. Et quand on a divulgué après Venise la strada nouvelle de manifeste du postmodernisme, Lisbonne, excusez-moi, qui est plus provincienne que Porto, parce que Porto, c'est vraiment le marginal, c'est régional. Et Lisbonne, ils pensent qu'est Europe. Et ils ont emporté un festival de postmodernisme. Ils ont invité des architectes de Porto, Tavora, César, moi, pour entrer. Et on a fait un document, on a réfléchi pendant des nuits, on a discuté. On va pas, ce n'est pas de la rivalité entre Porto et Lisbonne, ça n'entre rien. Ce qu'on a décidé en disant, on a eu 48 ans de postmodernisme, pourquoi maintenant on doit faire de nouveau? Et moi je disais, ce que je veux faire, c'est des pilotis, des toits terrasses, pas des frontons. Et dans ce temps de la Révolution, les chiffres étaient énormes parce qu'on devait faire 1,5 million d'habitations. Parce qu'il n'avait pas, c'était la misère. Et moi, je ne voyais pas faire des habitations avec des colonnes ou des frontons. Alors, ça, j'ai oublié. Non, quel rapport Alors, pour moi, ce qui m'a intéressé, je travaillais avec César toujours Alvar Aalto. Après, il est très intelligent. Il a compris qu'Alvar Aalto était un peu expressionniste. Un peu, non? Très expressionniste, et c'est très utile pour faire la céramique et pour faire des très beaux édifices organiques. Mais pour faire de l'habitation sociale, après la Révolution, ça ne servait à rien. Et on avait discuté, et on continue beaucoup à discuter, c'est pour ça qu'on est amis.
parce qu'il m'a demandé de faire une petite histoire pour aller à Lisbonne, à la Gulbenkian. Il y avait une exposition sur les meubles d'Alvarado. Et il ne pouvait pas aller. Il a dit, Eduardo, tu peux aller dire quelque chose? Bien sûr. Et j'ai dit que je n'aime pas Alvarado. Il était furieux parce qu'il était son maître. Et il dit, mais tu es fou, pourquoi tu travailles ici? Et je dis, quel est l'architecte que tu aimes plus? Et j'ai dit, Mies van der Rohe. Il dit, tu es fou, il fait des boîtes qu'on ne peut pas habiter. Et ça s'est passé maintenant. Moi, j'ai changé. C'est naturel parce que. Et lui a changé beaucoup, il admire beaucoup Mies van der Rohe. C'est l'unique architecte maintenant qui a créé un langage universel et qu'on peut faire une banque à Singapour ou à Nairobi ou à Helsinki avec le même type de langage. Sur ce rapport à la révolution postmoderne il y en a pas mal d'artistes portugais, c'est-à-dire qui parlent portugais et nés au Portugal. Entre eux, il y a même des cas exceptionnels de qualité. Je crois que vous auriez l'occasion de voir ces témoins, surtout de la plus jeune génération, dans le cadre du Festival de l'Histoire de l'Art, dans les expositions organisées ici. Mais honnêtement, je ne crois pas à l'existence d'une soi-disant art portugaise. Les Portugais sont, en tant que peuple, une énorme fédération des individus acharnés à garder son individualité. C'est difficile à convaincre les Portugais à se mettre ensemble pour des buts qui dépassent un petit peu les limites, disons, de son territoire spirituel, physique, économique, etc. On a eu certainement des moments magnifiques dans l'histoire. Il ne faut pas revenir en arrière de nouveau, basta. Le mouvement plus intéressant récent, ça fut la soi-disant qui n'était pas une révolution, était un changement de paradigme politique. Au 25 avril, l'a connu comme la révolution des œillets. C'était un moment de galvanisation magnifique du peuple portugais. C'est le dernier qu'on a témoigné dans notre histoire. Et ça est déjà vieux de presque 50 ans. Je ne crois pas à l'existence d'une art portugaise. Pourquoi ? Parce que chaque artiste et son œuvre, c'est son pays. De nouveau, en revenant à Pessoa, le poète, il disait, bon, ma patrie, c'est la langue portugaise. On pouvait déplacer ce concept et dire, oui, la patrie de chaque artiste portugais, c'est son travail, sa pratique. Et alors, dans ce cas, je pense qu'on ne pouvait pas trouver, je vous invite à faire cet exercice, à trouver des traits de portugalité, des indices, des symptômes d'une nationalité, ou des caractéristiques, disons, soit géographiques, culturelles ou autres, qui puissent clairement et sans aucun équivoque identifier l'œuvre d'un artiste portugais comme de l'art portugais. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est une énorme multitude de propositions individuelles, pleines d'énergie, pleines de mystères, pleines d'interrogations, pleines de propositions, et qui, si on veut faire un exercice, de structurer tout cet océan de possibilités, comme résultat, on aura une sorte d'archipel, pourquoi pas dire, dont les artistes portugais seront des îles qui se regardent à la distance et qui sont dans un océan, dans la mer, à laquelle ils appartiennent. Mais cette mer, c'est pas la mer portugaise, c'est l'histoire contemporaine. Et c'est de saisir de sa position individuelle, en se regardant les uns les autres et en regardant autour de soi, qui peut éventuellement se construire des possibles liens. Mais ces possibles liens, je continue à penser, qu'ils ne seront pas suffisants ni productifs en tant qu'élément de réflexion pour bâtir une construction
à mon avis, inexistante, c'est c'est l'art portugais. Et moi, le postmodernisme, même si Eduardo se réclame d'être postmoderniste, moi, ça m'ennuie. Je ne vais pas même parler de postmodernisme. Tu as peur? Non, je le dis, puis il faut dire la vérité. Si j'utilise un catalogue du moderne après, parce que seulement la révolution est arrivée à 50 ans, alors je suis post le moderne. Ok, mais ce qu'il a dit, c'est bien, et c'est vraiment, je suis convaincu que l'architecture, ce n'est pas un art. Parce que je suis d'accord avec lui, il n'y a pas de l'art portugais, mais je peux le dire qu'il y a de l'architecture portugaise. Et je pense, ou peut-être pas une architecture portugaise. Hein? Non, une maison blanche d'Alentejo, c'est reconnu dans le monde entier, comme j'ai passé une fois à Orly, j'ai passé pour ces magasins de revues. Il y avait une revue Géo dans la couverture, une maison blanche. J'étais en retard et j'ai vu. Je m'ai arrêté, c'était Portugal. Alors, on peut montrer des maisons blanches dans tout le monde, mais je peux dire ça, c'est la portugaise. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une atmosphère, un smell, qui me donne des caractéristiques que je peux dire que c'est portugais. Et pourquoi? Parce que les Portugais, ils étaient 1 million pendant la découverte, et ils avaient toute la côte, on dit, de l'Afrique. Ils ont passé à l'Inde, ils sont arrivés au Japon et en Chine, et ils ont conquis le Brésil avec 1 million de personnes. Si Lisbonne avait 150 000 personnes, ça veut dire qu'ils avaient seulement 800 000. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait pour occuper? Ils ont inventé un type d'architecture élémentaire. Il y a un livre américain qui parle d'architecture chão. Chão veut dire sol. L'architecture portugaise, c'est toujours basse. Même les églises sont... Seulement, il y a une église gothique qui les descend venus d'ici en France. Alors, l'architecture portugaise est basse, c'est petite toujours. Je ne sais pas si les ouvriers étaient petits, mais je pense. Non, je sais parce que, je dis la vérité, quand j'étais très jeune, pas maintenant, au début de l'immigration portugaise, quand je devais aller à l'aéroport et savoir où est la porte pour Porto, je voyais une ligne comme ça, et après au fond, parce que les marginales, c'est toujours Londres, Paris, Milan, et après Porto, c'est le dernier. Et on voyait une ligne comme ça, et après, on voyait toujours des gens très basses, et toujours revêtus avec la même couleur. Alors, il y a une certaine identité portugaise, pas seulement dans l'auteur et des vêtements, mais aussi dans l'architecture. Et ça m'intéresse. Et j'ai écrit un texte pour une exposition ici, à Paris, les universalistes. Et je parle d'adéquation. Ce n'est pas un style, ce n'est pas une classification. Mais les Portugais, ils n'avaient pas des moyens. La colonisation, ce n'est pas comme en Espagne, a fait pour l'Église et pour l'armée. Il a été fait pour des familles qui, on arrivait à Guinée, on restait 3 personnes. Après, plus bas, 4 personnes. Il devait faire des accords avec les populations locales. Il devait bâtir, avec très peu de moyens, sa maison, une place avec 4 maisons, une chose très, très rudimentaire et élémentaire. Et ça a continué parce qu'aujourd'hui, on continue sans argent à vivre de la communauté européenne. Et il n'y a pas presque des édifices publics maintenant, c'est des privés, spéculation privée. Alors pour moi, il y a, je ne sais pas définir, mais je peux reconnaître une pièce portugaise. Et dans la sculpture, excusez-moi, il y a l'art indo-portugais. Qu'est-ce que c'est ça? C'est de la fabrication des Vierges et des Christ comme des saucisses que les Portugais faisaient
en Chine et au Japon et en Inde. Et tous ces visages ont les yeux comme ça. Alors, toutes les vierges, dans certaines périodes de l'art portugais, les vierges sont comme ça. Parce que les ouvriers étaient comme ça. Alors, vous comprenez qu'on pourrait continuer cette discussion longtemps et je pourrais vraiment disparaître à ce moment-là parce que les choses sont lancées. Malheureusement, nous disposons d'un temps un peu limité. Je ne voudrais pas quand même qu'on termine cette discussion sans vous interroger sur ce qui vous lie là de façon extrêmement concrète, qui est un projet concret de fondation. Et je vais vous poser une question à l'un et à l'autre. Je ne vous ai pas dit que j'allais vous poser cette question, mais peut-être de façon très simple. Pedro Cabrita-Resch, pourquoi vous avez demandé à Eduardo Souto de Moura de faire un bâtiment? Pourquoi c'est lui et pas un autre? Et ensuite, Eduardo, pourquoi vous avez accepté de le faire? Bon, c'est évident, parce qu'un jour, c'est évident que c'était lui que je devais choisir, parce qu'une fois, dans une conversation, il a dit cette phrase magnifique, et qui est de très difficile acceptation par la plupart de ses collègues, et on comprend pourquoi. Il a dit, bon, l'architecture n'est pas de l'art. Et alors j'ai dit, parfait, c'est ça que je veux. Non, ce qui m'intéresse de travailler avec Pedro, c'est la complexité, on voit, et la fraternité, et beaucoup d'autres choses qui n'ont rien à voir avec l'architecture. On voit le profil. Et ce qui m'intéresse, c'est la difficulté. Parce que je veux dire, c'est un des projets plus difficiles, parce qu'il n'a pas un sens commun. Il me demande des choses que je comprends très bien et qui jamais sont passées. C'est l'absence totale de l'artisticité dans l'édifice. C'est un dépôt. Oui, un magasin. Un magasin. Je veux un dépôt, un magasin, pour mettre mes choses et inviter des autres à montrer. Je ne veux pas à visiter. Je ne veux pas, et si possible, à manger, à voir le fleuve, à faire des festivals de musique, ce que vous voulez. Et cette absence d'artisticité, c'est très difficile. C'est le plus difficile, c'est un architecte devenir anonyme. Et c'est, à mon avis, le point le plus haut. C'est comme les temples grecs, c'était fait ils ont fait le modèle, c'était fait pour des grands architectes avec toutes les proportions, et ça a changé avec les matériaux. Ils semblent toujours le même, mais c'est toujours différent. Alors, ce qu'il me demande, c'est presque impossible, c'est faire un édifice anonyme. Et ça, c'est c'est le point plus haut où on peut arriver en architecture. Ça va sans dire que l'anonymité, dans ce cas spécial, c'est tout un petit pas avant le sublime. Et c'est ce que je voudrais. Merci beaucoup à vous deux. Je crois que nous n'avons pas le temps pour des questions. Je ne sais pas, je regarde. Non, nous n'avons pas le temps pour des questions, je vous confirme. Et je vous souhaite un très bon festival qui vient de s'ouvrir magnifiquement.